Vous écoutez Fondation Signature, le podcast. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Alexandre Baudin, chef du département couture, habillage et perruque maquillage du Théâtre national de l'Opéra-Comique. Finaliste du prix d'atelier de la Fondation Signature, Alexandre nous dévoile comment cette maison d'excellence parvient à répondre aux plus hautes exigences artistiques en conjuguant tradition et création. Bonjour Alexandre Baudin. Bonjour, enchanté. L'Opéra-Comique a la particularité de réunir couture, habillage et perruque maquillage au sein d'un seul département. Comment parvenez-vous à installer le dialogue entre tous ces métiers et tous ces savoir-faire ? C'est donc justement indispensable. C'est pas que je parvienne à installer le dialogue, c'est que de toute façon, il se crée automatiquement. Il y a un lien indispensable et évident entre tous ces métiers-là. Le costume, le chapeau, la perruque, l'habillage, tous ces métiers, le maquillage, tous ces métiers travaillent ensemble. Donc le lien il se fait très naturellement et vraiment c'est indispensable. Je crois que toutes les maisons ne le font pas, mais on est quelques maisons à le faire et c'est indispensable et ça fonctionne bien et j'ai même envie de dire c'est la recette pour que ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de cet atelier ? Alors, pour ma part, je suis depuis 4 ans dans cette maison. L'histoire de cet atelier, l'atelier costume a toujours existé à l'Opéra-Comique. Il a toujours été, comme bon nombre d'ateliers, au dernier étage de la maison. C'est l'emplacement toujours sous des verrières, c'est le cas pour nous. Et il y a eu des grandes périodes où ils ne concevaient plus les costumes. Et maintenant, je pense qu'il y a plus de 20-25 ans, l'atelier a repris ses fonctions. Et tous les costumes, tout est conçu dans notre maison, comme je le dis toujours, de la tête aux chevilles. Pourquoi les chevilles ? Parce qu'on ne fait pas les chaussures. Autrement, on fait les chapeaux, les perruques, le flou, le tailleur, l'ennoblissement, la peinture, la patine, les structures, les volumes, tout sans limite. Vous êtes sur 3 étages. 3 étages dans une structure Eiffel, avec un mobilier en bois. Il est donc à la fois moderne parce qu'il a été, il y a 8 ans environ, il y a eu des travaux, il a été modernisé, mais dans une structure qui reste époque et avec, on conserve les coloris et l'aspect bois et l'aspect fer Eiffel d'époque pour lui donner encore ce cachet, mais avec un outil moderne. Est-ce que c'est inspirant d'arriver dans ce lieu chargé d'histoire ? Alors, alors, pour ma part, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé que c'était fantastique et un écrin. Après, aujourd'hui, ce que je vois, c'est quand il y a des visites, lorsqu'on fait les journées du patrimoine, de voir les gens émerveillés, les yeux émerveillés, de découvrir un lieu, alors normalement caché, mais en plus qui a une esthétique d'époque. Donc, c'est très beau. Donc, c'est très inspirant. Vous avez été finaliste du prix d'atelier de la Fondation Signature. Alors, au-delà de la reconnaissance, qu'est-ce que cela dit, selon vous, du niveau d'exigence atteint par vos équipes ? Alors, très concrètement, il y a un niveau d'exigence, oui, dans tous les corps de métier. Nous recrutons avec cette exigence, il y a une prise de conscience sur cette exigence et les personnes que nous recrutons aiment cette exigence aussi parce qu'on donne les moyens à cette exigence. L'important, c'est ça, c'est exiger des choses aux équipes. C'est bien beau, mais si on ne donne pas les moyens, le projet ne peut pas aboutir. Là, mon travail, c'est celui-ci. C'est de donner les moyens financiers, techniques, équipes, humains. Et donc, l'exigence, on peut l'avoir. Et on l'a, elle est très concrète. Et les résultats se voient au quotidien sur la scène. Et puis à travers le prix d'atelier aussi, bien sûr. Mais il y a une vraie exigence de qualité. Un savoir-faire respecté avec, je maintiens l'image de la maison qui a toujours été perpétuée sur le niveau des costumes. Voilà, mon travail, c'est de mettre tout ça en œuvre et de maintenir le niveau en donnant les moyens. Mon métier, mon travail à l'Opéra-Comique, c'est justement de créer une cohésion, une diffusion, un partage et puis de la transmission, beaucoup. On reçoit énormément de stagiaires, on transmet beaucoup de savoir-faire pour l'avenir, pour entretenir notre vivier. Donc mon métier, avant tout, c'est pas la réalisation, moi.
c'est de mettre en œuvre et de faire briller les métiers. Qu'est-ce qui motive votre participation à ce concours chaque année? Alors la motivation, c'est aussi de se retrouver avec les confrères, les autres maisons. Il n'y a pas de concurrence, c'est très rigolo, on blague quand on se retrouve au mois de juin, on plaisante entre nous en disant: «Ah, tu présenté quoi comme costume? Ah bah oui», puis on plaisante, on rigole: «Ah bah toi t'as pas gagné, moi oui». Il y a aucune concurrence désagréable entre nous, c'est très sympa, mais c'est quand même aussi montrer le travail de chacun et donc c'est valorisant pour sa maison quand on présente son atelier, sa maison, de montrer un beau costume, voilà, c'est le challenge et puis, c'est aussi plaisant de savoir qu'il y a une fondation, comme celle de madame Smalto qui, tient à ce que les savoir-faire soient, mis en avant, diffusés, montrés, c'est très plaisant. Et qu'est-ce qu'il a été possible de réaliser concrètement suite à l'obtention de ces multiples prix? Alors, pour ma part, lorsque, j'ai commencé à participer à ce concours, et que nous avons gagné le premier prix, j'ai dit, à ma direction: «Moi, le prix, faut qu'il serve pour, le bien-être des ateliers. Acheter D'accord. des machines à coudre, bah, on a des budgets pour ça, c'est pas ma priorité, j'utilise les budgets qui me sont octroyés pour, changer une machine à coudre ou acheter du matériel à la coiffure, j'ai des budgets. Non, j'ai dit: «J'aimerais que ça contribue au bien-être». Donc on a refait tout le coin café, tout le coin pause, café des ateliers à travers du mobilier rustique qui va dans l'atelier, une machine à café professionnelle, bouilloire, de très belle qualité et puis des banquettes pour se détendre au moment des pauses goûter café du matin. Voilà, on partici le projet, l'obtention du prix participe à ce bien-être. Alors, là, j'ai envie de penser à votre façon de manager. Est-ce que vous avez, une façon particulière, d'appréhender justement ce poste? Au-delà de la création, évidemment, ce sont des histoires, humaines aussi que vous devez, gérer? Mmh, concrètement, le poste que j'occupe, ce n'est pas réaliser les costumes, c'est de mettre en œuvre et de donner les moyens aux équipes pour réaliser mon rôle, c'est de trouver les doigts de fée qui vont réaliser les costumes. Donc, mon je crois que le métier de chef de service d'une maison comme celle-ci, on ne l'apprend pas à l'école, il y a pas de formation pour ça. C'est l'expérience de la vie. J'ai travaillé avant dans une très grande maison pendant de nombreuses années et les relations humaines, les échanges humains, de voir les gens là, ce qui m'intéresse, c'est de sentir que les gens soient heureux, contents de venir faire un projet. On est dans une belle maison de création, donc on crée, bah, alors faut le créer avec bonheur, faut le créer avec plaisir. L'Opéra Comique conserve environ 6 000 pièces dans un stock qui se situe en Indre-et-Loire. Vous puisez régulièrement dans ce stock car effectivement, la réutilisation des costumes est une pratique ancienne, une pratique vertueuse, tant sur le plan économique que sur le plan écologique. Cependant, elle a ses limites. Parlez-nous-en. Nos costumes sont conservés, dans la région Indre-et-Loire chez un prestataire spécialisé dans le stockage qui conserve donc, les costumes de notre maison, de l'Opéra de Paris, pour le luxe, la mode, les dressings privés luxueux, voilà. C'est un prestataire sécurisé, spécialisé, donc ça c'est très confortable parce qu'ils sont très bien, préservés dans un lieu sain. Et donc, l'idée, c'est d'essayer, à travers ces 6 000 costumes que nous stockons et qui, chaque année, ça s'agrémente et le volume, gonfle, c'est de réutiliser. Alors réutiliser, faut pas se mentir, parce que ça serait faux de vendre quelque chose, comme quoi on recycle tout, on réutilise non, parce qu'on ne peut pas tout. Pourquoi on ne peut pas? Parce que premièrement, il y a des contraintes, techniques, c'est-à-dire les mesures des artistes, les costumes et les perruques sont faits tout sur mesure. Donc penser qu'un costume va facilement aller à quelqu'un d'autre, c'est faux. Même si c'est pas conçu comme du prêt-à-porter, c'est conçu comme du costume, c'est adaptable, mais ça a ses limites. Donc déjà, on a une première contrainte, c'est les mesures. Pour les perruques, pour les chapeaux, pour les costumes, il y a des contraintes de mesure. Deuxième contrainte, nous sommes dans une maison de création. Lorsqu'un créateur vient et qu'il a fait ses maquettes et qu'il y a une robe jaune, un pantalon bleu, une veste verte, il veut, même si je lui dis en stock on a quelque chose qui ressemble. Alors, il demande à le voir et puis j'essaie moi d'insister. Mais il sait qu'on est dans une maison de création. Il veut qu'on conçoive son costume. Donc on essaie d'optimiser, quand même malgré tout, et puis pour des contraintes budgétaires, je suis obligé quand même de dire: «Bon alors,
on va plutôt faire cette très belle robe, puis l'autre, comme on l'a en stock, on peut comme ça prioriser de très belles pièces en baissant les coûts d'autres, en réutilisant le stock. L'idée, c'est de le faire vivre. On fait aussi des dons, beaucoup de costumes au CNCS, par exemple. On a donné beaucoup de costumes. Et puis, on fait de nombreuses expositions, donc on conserve aussi pour notre patrimoine. Le réalimenter avec de nouvelles créations, c'est le faire vivre. Parce que ne réutiliser, il aurait ses limites, ne réutiliser que le stock, mais à un moment, on va l'épuiser. Et puis, des pièces historiques, des pièces façon époque, c'est pas ce qu'il y a majoritairement. Donc, c'est de créer qui le réalimente. Et puis, c'est aussi maintenir les métiers. Bien sûr, et donc là, parler de l'importance de donner la priorité aux créateurs, c'est ce que vous disiez il y a quelques instants pour les productions. Donc là, on est vraiment dans la création. Parlez-nous de ce côté-là, justement, de créateurs et de concepteurs. Alors, les premiers échanges que j'ai avec le metteur en scène et puis le costumier, on est là pour accompagner. Moi, mon travail, c'est d'accompagner. On est dans une maison de création, donc c'est d'aboutir à la création. On peut répondre aux délires les plus fous, hein. La seule contrainte, on n'a aucune contrainte technique, la seule contrainte, c'est le budget, bien évidemment. Mais autrement, techniquement, il y en a pas. Donc mon rôle, moi, c'est d'accompagner, de répondre aux délires les plus fous et donc c'est plaisant de voir que le créateur, il a fait sa maquette et au bout, on dit: «Ah, ça ressemble vraiment à la maquette». Et ça, quand on dit ça, quand on est dans le salon d'essayage et qu'on dit: «Mais ça ressemble vraiment à la maquette», c'est que vraiment tout le monde a bien fait son travail et que le créateur est très content. Un costume ou une perruque représente un coût important. Nous évoquons le budget assez régulièrement dans cette interview. Un coût qui peut parfois étonner. Alors, comment expliquer que cette dépense n'est pas accessoire, mais structurelle, justement dans une grande maison de spectacle? Alors, le coût, il étonne parce que le grand public est déformé par le prêt-à-porter. Concrètement, on va dans une boutique acheter un vêtement, on en a pour 100 €, voilà. On comprend pas que dans une maison de spectacle ou de couture, le même style de pièce coûterait 3 000 €. Oui, mais c'est fait à la main, c'est artisanal, ce n'est pas industrialisé. Tous les costumes, toutes les perruques, tous les chapeaux, tout est fait à la main. Et dans les coûts, c'est 70% la main-d'œuvre, voire plus. La matière première, c'est très très peu. C'est le coût. Nous sommes à Paris, nous sommes en France, savoir-faire très traditionnel, savoir-faire respecté et transmis. Donc il y a un coût. Alors, le coût, il est là, il peut des fois étonner, mais c'est parce qu'il y a une déformation de l'œil et des chiffres par rapport au quotidien, le prêt-à-porter. Et il est structurel parce que c'est des créations sur mesure, que ce soit le décor, la mise en scène, les costumes, les lumières. C'est du sur mesure tout ça. Donc, pour avoir du sur mesure, eh bien, il y a de l'humain qui travaille derrière. Et l'humain, il faut le rémunérer. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'une dernière création Les coûts, pour donner des exemples, une perruque, par exemple, à l'Opéra Comique, elle est entièrement réalisée à la main. Le bonnet, ce qu'on appelle la monture, les cheveux qui sont principalement naturels, tout est implanté à la main. 90 heures de travail, une perruque, pour qu'elle soit implantée, elle n'est pas encore coiffée. Après, il faut la coiffer, 1 à 2 jours de travail supplémentaire pour la coiffer. Donc, sur une perruque, on est très vite à 3 000 €. Une veste plutôt basique, façon prêt-à-porter, on est très vite sur 80-90 heures de travail. Donc les coûts vont très, très vite aussi. On est très vite sur 3 000 à 4 000 € une veste. Voilà, c'est fait à la main, c'est artisanal. On parlait de l'exposition et que vous faisiez des dons, justement, ça contribue au patrimoine de demain. Voilà, c'est montré lors d'expositions. Alors, on fait des expositions au CNCS. Prochainement, on en a une à Fontainebleau, théâtre de Fontainebleau, château de Fontainebleau, on va exposer des costumes. Voilà, c'est montrer le costume, parce que les gens, ils ont envie de voir de près des costumes, et puis montrer les métiers, le savoir-faire. Souvent, il y a des petites pancartes qui expliquent la réalisation des pièces, les matières, le temps de travail. Eh bien, la transition est toute trouvée, merci beaucoup, puisqu'au mois d'avril dernier se sont tenues les Journées européennes des métiers d'art, auxquelles l'Opéra Comique a participé. Alors, qu'aimeriez-vous transmettre au public en leur proposant justement d'accéder à ce qu'ils ne voient jamais? Est-ce qu'on est plutôt dans l'initiation, la transmission, peut-être même la vocation? On est totalement dans tous ces termes-là.
la vocation, la transmission. À chaque fois que nous faisons les journées patrimoine, les journées européennes des métiers d'art, tout ça à l'opéra, il y a toujours des personnes dans les groupes qui interviennent et qui disent: «J'aimerais beaucoup faire ce métier. Alors, comment vous me conseillez? Quel parcours?» Voilà. Donc ça veut dire qu'on a créé des vocations. Ça veut dire que sur un groupe de 30 personnes, il y en a une personne qui intervient. Eh ben, c'est merveilleux. On a suscité une vocation sur 30 personnes. C'est énorme. Voilà. Donc, c'est indispensable. Je tiens énormément à ce qu'on fasse ces interventions. C'est vraiment diffuser le métier, le transmettre et en parallèle, du coup, on accueille beaucoup de stagiaires. On reçoit entre 20, 30, une petite trentaine de stagiaires par saison. Le métier de l'habillage, le métier de la couture et le métier de la perruque. Et comment vos équipes participent justement à cette transmission avec le public? Est-ce qu'elles sont toujours très motivées? Est-ce que ça les amuse ou est-ce qu'elles ont autant de passion que vous à vouloir montrer ce qu'on ne voit jamais, ce qui participe secrètement à la production, à la réussite d'une production? Alors, mon rôle, c'est de motiver mes équipes pour participer et donc j'y contribue énormément en leur donnant l'opportunité de donner des idées, leur avis et puis de leur montrer que sortir des pièces de costume qui ont été réalisées il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans et auxquelles ils ont participé, ils sont ravis qu'on les réexpose de nouveau et que des personnes s'intéressent, posent des questions. Donc mon travail, il est à ce niveau-là aussi, de motiver mes équipes pour participer à ces événements, en leur montrant qu'ils ne sont pas que dans l'ombre et dans les coulisses et qu'ils ont l'occasion de s'exprimer et de transmettre leur métier. Nous allons terminer avec un questionnaire léger qui n'en demeure pas moins sérieux. Alexandre, vous qui avez 25 ans de métier, nous allons découvrir comment cette expérience a façonné le chef de département que vous êtes aujourd'hui. Alors, de quelle certitude vous êtes-vous détaché? Alors, démarrage de ma carrière, beaucoup de choses me semblaient, irréalisables, tant techniques que humains. Aujourd'hui, je me suis entouré de j'ai un réseau professionnel. Alors il y a celui de l'Opéra Comique qui est magnifique et puis j'ai un autre réseau aussi moi qui vient travailler à l'Opéra Comique ou de l'extérieur et je sais que rien n'est irréalisable. Tout est possible, techniquement dans les costumes. Les costumes, c'est sans limite, hein. Il y a très, très peu de limites. Il y en a même pas. Voilà, donc je me suis détaché de ça. Ça m'inquiète plus tellement maintenant. On va y arriver. Parmi toutes vos créations, en tout cas celle de vos équipes, quel est l'accessoire le plus surprenant que vous avez pu fabriquer? Alors c'est la surprise à chaque fois. Les créateurs nous sortent des choses improbables. On a eu il y a quelque temps la petite boutique des horreurs, création costume Vanessa Sanino, des danseurs en machine à laver, téléviseur, blinder, et ben on a réussi, qui s'allument, quand on ouvre la porte de la machine à laver, il y a quelque temps, on a fait L'Or espagnol, mise en scène, Guillaume Gallienne, et ben, des horloges, on a fait avec des artistes qui rentrent dans les horloges. Voilà, oui, on fait des trucs surprenants à chaque fois, mais des fois, c'est un petit truc qui peut être surprenant, compliqué à réaliser. Comme quoi, vous avez un exemple? Des fois, il y a des petits alors on avait fait, sur, L'Autre voyage, il y a 2 ans, un vieillissement sur scène, à vue. Donc il fallait que les cheveux changent, la barbe du chanteur et de la chanteuse chacun. Et ben, on a fait des moustaches, des barbes, des perruques avec des petits aimants. Il les prenait, il les mettait sur scène au fur et à mesure. Et bien sur les réseaux sociaux, vous me croyez si vous voulez, ça a été filmé par la perruquière qui les a réalisés. Elle a obtenu mais des milliers de vues, de followers. Ça a fait un succès dingue. Les gens étaient impressionnés. Alors que nous, on n'était pas étonnés de voir. On avait trouvé l'idée, des aimants, la barbe, la perruque qui se rajoute et qui blanchit au fur et à mesure. Eh ben, ça a surpris. Mais ça avait été techniquement compliqué. Quel terme vous répétez souvent à vos équipes, qui revient dans votre bouche très régulièrement? Alors, je ne sais pas si je le verbalise comme ça. Je ne veux pas que les équipes soient sous tension, sous pression. Voilà. Alors, je le verbalise pas, peut-être pas, je dis pas le mot, mais je pense que j'essaie de faire travailler avec sérénité. Donc, je le dis pas, mais je fais toujours en sorte d'accompagner pour être serein. Rassuré, en Voilà. permanence. Mhm. Enfin, quel basculement majeur avez-vous constaté en 25 ans, dans la création et dans ces maisons, que vous avez pu, Alors, fréquenter? ce qui me change, précédemment, j'étais dans une maison privée,
Donc les budgets ne sont pas considérés de la même façon. Une grande maison privée, donc les budgets étaient différemment gérés. Aujourd'hui, dans un théâtre national, on va pas se mentir, on parle budget, voilà. Mais alors, oui, il y a des contraintes budgétaires, mais ce qui donne l'opportunité de trouver des astuces et de mettre des défis, mais pas des défis dangereux, hein, et ça marche toujours. Donc ce qui a changé, bien évidemment, les contraintes budgétaires, mais aussi le style. Maintenant, on a beaucoup de productions avec, alors le coloris noir ressort souvent dans les costumes, beaucoup de noir, beaucoup de noir. On est dans une période où il y a beaucoup de costumes en noir. Est-ce que cela traduit quelque chose de notre époque? Je crois qu'il y a une mode aussi, en fait. En Mmh. fait, je crois que non, je crois que c'est une mode dans l'opéra en ce moment parisien. Il y a quelque chose de dans les décors et les costumes, on est très dans le noir, quelque chose d'un peu mode, couture, très souvent. Voilà, je crois que c'est un style en ce moment, et puis il y a eu par le passé d'autres choses. Dans le futur, il y aura d'autres styles. Il y a une mode aussi, hein, dans les spectacles. Et comment imaginez-vous, l'atelier de demain? L'atelier de demain, le faire encore plus grandir. Moi, j'aimerais qu'on réalise encore plus de choses, qu'il soit encore plus mis en avant, les métiers. Voilà, l'idée, c'est d'être on est un des derniers ateliers à Paris, dans une maison. Donc l'idée, c'est vraiment de le maintenir, et puis de le faire grandir encore plus, de lui donner une belle visibilité. Merci Alexandre. Merci. Vous venez d'écouter Fondation Signature, le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant et partagez-le autour de vous. Retrouvez toute l'actualité de la Fondation Signature sur le site www.fondation-signature.org et sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. À bientôt.